peut partager leurs émotions, mais être indigné ne donne pas le droit de foutre le bordel en France. On a senti hier que lorsqu'il y avait les premières altercations avec les forces de l'ordre que ça allait mal se passer. Donc ça pointe plusieurs éléments au-delà de ce qu'ont énoncé parfaitement Georges Fenech et Jean Garrigue. Ça énonce le fait qu'à partir du moment où on savait qu'il y avait des altercations entre possiblement les manifestations kurdes et les forces de l'ordre, il y avait un point de vigilance sur la manifestation d'aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que le préfet de police, est-ce que la préfecture, est-ce que le gouvernement a parfaitement saisi la mesure de la situation, dans la mesure où il y a une communauté kurde, ça a été parfaitement rappelé, qui a l'impression d'être victime et abandonnée par la France et plus globalement par l'Occident, que ce soit vis-à-vis du rôle de Daesh ou vis-à-vis de ce qui s'est passé hier et précédemment. Le deuxième point que je vois, c'est que il y a des tensions qui sont très fortes vis-à-vis de la communauté kurde, avec une enquête qui est en cours, avec un acte qui est manifestement raciste et manifestement ciblé contre les Kurdes, mais on ne connaît toujours pas les motivations du tueur. Et donc, est-ce que ça justifie actuellement des affrontements entre en apparence des Turcs d'un côté et des Kurdes? Pour l'instant, on ne sait pas si c'est lié. En tout cas, le meurtre est lié. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que tant que l'enquête n'avance pas, et c'est là où il y a une grande distinction, c'est qu'il faut différencier le temps de l'émotion et le temps judiciaire qui est totalement séparé. C'est-à-dire qu'ils auront des réponses et il faut que la France s'attache, et tous les pouvoirs publics, les magistrats s'attachent à donner une réponse à cette enquête. Mais seulement, le premier temps qui doit être pour eux, c'est pas celui de la colère, c'est celui de l'émotion et du recueillement. Et je pense que beaucoup de personnes qui partagent leur émotion ne comprennent pas, qui manifestent leur émotion par cette manière et par l'intermédiaire. Je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Peut-être que Jean Garrigue doit se souvenir de ce livre-là. C'était le livre de Gustave Le Bon sur l'esprit des foules, qui expliquait en fait comment fonctionnait une foule. Et il y a un véritable souci, c'est qu'avant, une foule était composée d'une somme d'individualités. Là maintenant, l'esprit d'une manifestation est toujours tiré par ce que moi j'appelle la tyrannie des minorités. C'est-à-dire que c'est les groupes les plus extrêmes qui dictent le comportement de la foule. Et comme vous avez des extrêmes et des groupes de plus en plus radicaux qui s'infiltrent dedans et qui tirent toute la manifestation vers ce qu'il y a de plus mal, tous les autres manifestants sont obligés de suivre implicitement pour respecter l'esprit de la foule. Et ça suit, et ça pose une autre question, qui est les responsabilités de certaines personnalités politiques. Lorsque vous n'aviez aucun élément sur l'enquête, vous ne savez pas qui était l'auteur, dans quelles conditions il a fait, qui y ciblait, qu'est-ce qu'il faisait concrètement, et que vous avez des personnalités, notamment de l'extrême gauche et de la NUPES, qui disent que ça, ils parlent d'attentats, d'actes racistes, etc. Et ben en fait, ils ont libéré l'expression de la manifestation de la violence de la part des groupes les plus radicaux qui ont entraîné toute cette manifestation qui est passée d'une commémoration et de l'émotion à un acte de violence. Et je pense qu'on ne souligne pas assez le comportement néfaste de certaines personnalités politiques qui font tout pour tirer l'esprit du peuple par le bas en espérant profiter des gains politiques électoraux alors qu'ils coulent électoralement. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que, par exemple, un tweet d'Olivier Faure, par exemple, est-il vraiment, pardonnez-moi, regardé par la communauté kurde au moment où ça se passe? Mais vous cautionnez un acte. À partir du moment où vous recevez un acte d'en haut, parce qu'on reste une société hiérarchique et centralisée, quand vous avez quelqu'un qui dit « je pense comme vous » ou « vous avez raison de penser ça », vous légitimez sa pensée. Et donc vous libérez en quelque sorte sa parole et sa manifestation et des paroles des émotions les plus basses. Quand vous êtes dans une période de recueillement, il faut plutôt appeler au calme. Vous différenciez deux attitudes. Pourtant, je n'ai pas une grande estime pour lui. Vous différenciez l'attitude de François Hollande le soir des attentats du 13 novembre et celle de Jean-Luc Mélenchon hier, vous n'avez pas la même chose et forcément, vous n'avez pas la même réaction de la part des personnes qui les écoutent. Plusieurs points sur le point britannique et sur le point français, c'est qu'eux ont soldé leur passif avec leurs dirigeants parce qu'ils ont fait la Magna Carta et ils ont coupé la tête du roi. Nous, on est toujours revenus dessus et on a alterné les régimes depuis 1789. Ça change un peu notre appréhension et même on le voit sur différents niveaux. C'est-à-dire que les pays nordiques ont un syndicalisme plus raisonnable. On le voit notamment en période de fête et nous, on a un syndicalisme beaucoup plus révolutionnaire. Mais ça, c'est un autre point. Je pense qu'il y a deux points précis sur ce qui se passe actuellement. C'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que, je ne sais pas si c'est un Christchurch ou un Oslo à la française. Je pense davantage qu'il y a une montée des actes, et on le voit dans les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, des actes racistes, des actes anti-religieux et des actes xénophobes, mais qui sont en parfaite adéquation avec une société ultra-violente et qui est en lien avec qui dérive vers une barbarisation. C'est-à-dire que l'ultra-violence se démontre par une augmentation des violences du quotidien et surtout la barbarisation vient du fait que si les actes violents, ils sont de plus en plus violents. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez des différends, vous les rayiez à l'amable ou à la rigueur, vous aviez un échange verbal plutôt musclé. Là maintenant, les gens sortent un couteau quand ils ont un différend. Et ça se retranscrit dans les relations qu'on a au quotidien. Et je pense aussi que ce qui se joue notamment, c'est qu'on vit une inversion des valeurs. C'est que avant, c'était la majorité. Et dans une démocratie, c'est toujours la majorité qui gouverne et qui décide. Là, actuellement, ce sont les minorités
qui sont mises en avant. Dans les manifestations, on ne met pas en avant la majorité des gens qui manifestent paisiblement, on met la minorité qui casse. Dans une démocratie, lorsqu'on parle de l'opposition ou l'adoption d'un projet de loi, on ne dit pas qu'il y a 65%, par exemple, qui ont voté pour X personnes. On parle davantage des X résistants qui ont manifesté contre la personne qui a été élue ou contre le projet de loi qui a été adopté. Et toute cette inversion des valeurs conduit en fait à encourager ce type de comportement. Parce que quand vous êtes minoritaire, vous vous dites quoi ? Pour exister, il faut être de plus en plus radical, de plus en plus violent. Et donc, du coup, vous avez des casseurs, vous avez des écologistes un peu tarés qui bloquent des autoroutes, alors que la France n'est pas responsable des émissions de gaz à effet de serre de la planète entière, de ce que je sache. En tout cas, ce n'est pas les voitures qui roulent sur les autoroutes qui vont régler le problème de la planète. Et tout ce système de valeurs a été complètement inversé. Et je pense que c'est un véritable danger. Ça veut dire que la démocratie est malade, que tant qu'on n'arrive pas à revitaliser le système, il y a des chances qu'on se dirige petit à petit, soit vers ce qui se passe dans les pays d'Europe de l'Est ou plus à l'Est, vers les régimes autoritaires, soit ça démontre que notre démocratie, le modèle de démocratie libérale, est en grand danger et en voie d'extinction, alors pourtant que ça devait être la fin de l'histoire annoncée par Fukuyama et par Alexandre Kojève avec la grande victoire de Napoléon à Austerlitz. Moi, je pense qu'il y a un sujet, c'est est-ce que l'état de droit, est-ce que les règles de droit sont en rapport avec l'évolution de la société. Tout à l'heure, je disais que la société devenait de plus en plus violente. Est-ce que les règles correspondent à l'évolution de la société ? Est-ce que les règles qu'on avait établies collectivement correspondent au fait qu'on ait de plus en plus de barbares et de tarés en liberté ? Moi, je pense que des personnes comme ça, je réfléchis comme un citoyen ordinaire, comment ça se fait qu'une personne qui puisse attaquer des autres personnes avec un sabre se retrouve dehors ? Georges l'a parfaitement expliqué, il y a des règles juridiques qui sont en rapport avec la Convention européenne des droits de l'homme, sur le fait qu'on ne peut pas emprisonner quelqu'un très longtemps tant qu'il n'a pas été jugé, c'est vrai. Mais ça pose deux questions. Est-ce que les règles qu'on a adoptées collectivement sont en rapport avec l'évolution de la société ? Moi, je pense qu'à partir du moment où vous avez des personnes qui deviennent de plus en plus violentes, se posent la question s'ils sont réinsérables un jour dans la société, on pose la question si on ne les enferme pas pendant très longtemps. Je pense que c'est le premier point. Au-delà des règles, alors je pense que c'est le premier point. Permet d'intervenir. Au-delà des règles, il y a aussi ce qu'on font dans la pratique, les magistrats notamment. Ouais. Je voudrais simplement rappeler qu'il existe une mesure justement pour mettre en état de nuire des gens dangereux qui s'appelle la rétention de sûreté. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont purgé leur peine, ils ne sont pas remis en liberté. Ils sont placés dans des centres médico-socio-judiciaires. Ce n'est pas une prison, c'est un établissement spécifique, mais ils ne sont pas donc en liberté tant que on estime qu'ils ont un état dangereux. Je vous rejoins là-dessus. Sauf que malheureusement, vous voyez, le dispositif est là. Les gens n'aiment pas ce dispositif. Je suis d'accord. Et ils ne l'appliquent pas. Il y a la question du coup... Votre regard, quel est votre regard ? Ça fait penser à plusieurs choses. Déjà, on peut voir que le commentaire du père à l'égard de son propre fils, et ça doit être difficile pour lui de le dire, mais il apparaît comme lucide. En tout cas, il n'essaie pas de masquer quoi que ce soit. Ensuite, après, quand on reprend le profil, je ne suis pas enquêteur, mais il y a plusieurs éléments qui interpellent. C'est le fait qu'il ait déjà attaqué un camp de migrants avec un sabre, il faut quand même le rappeler. Donc ça démontre une certaine dangerosité. Et puis ensuite, après, il avait des antécédents et un parcours qui fait qu'on peut se poser la question de est-ce que la personne aurait dû être remise en liberté ? Il y a des règles d'état de droit qui conduisent à ne pas garder en détention quelqu'un qui n'a pas été condamné. Seulement, ça pose deux questions. La première, c'est ce qu'on a commencé à évoquer avec Georges, c'est est-ce que l'état de droit est en rapport avec l'évolution de la société qui devient de plus en plus violente et de plus en plus barbare ? Et ça pose une deuxième question. Comment faire avec les moyens de la justice pour faire en sorte que la justice accélère la procédure ? Parce que de toute façon, on aura toujours les mêmes affaires. Le nombre de détentions provisoires a augmenté considérablement et occupe une grande part des prisons. Mais c'est-à-dire que ces personnes-là qui vont être détenues provisoirement, comme le délai de jugement est entre 18 et 24 mois, on ne s'imagine pas le nombre de tarés qui vont sortir dans la société. Au bout de ces 1 an ou ces 2 ans, je pense que Georges rentrera dans les détails précisément, mais à partir du moment où ils vont sortir un jour si on ne change pas de logique. Donc est-ce qu'on passe d'une logique qui est on met tout pour les délinquants, les présumés tueurs et les présumés coupables, et on se concentre davantage sur leur réinsertion dans la société, ou est-ce qu'on met plutôt le paquet sur la protection de la population et on considère que ces personnes-là ont vocation à rester hors d'état de nuire pour préserver la grande majorité des Français, 99,99% de la population, qui est tout à fait normale et qui ne se balade pas avec des sapes pour taper sur des migrants. Moi, je pense que c'est ça le sujet essentiel. Et comme on a inversé, comme ce que je disais tout à l'heure, la logique qui est qu'on se concentre davantage sur la personne qui a tué, les moyens qu'on doit accorder aux prisons, ces moyens de réinsertion, on ne pense pas à ceux qui souffrent et les potentielles victimes. Et je pense que c'est là le sujet essentiel, si par cas on veut sortir par le haut de cette crise. Sauf erreur de ma part, contrairement aux États, on n'est pas aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut additionner les peines, avoir 125 ans de prison et finir sa vie en prison.
Or, en France, ce n'est pas le cas. C'est ce que vous souhaitez, visiblement. Moi, je pense qu'il faut... C'est une question de réparation. Quand vous êtes quelqu'un, je ne sais pas, vous tuez une fille, vous violez une fille, etc., pourquoi est-ce que vous êtes condamné en globalité sans cumul ? Ça veut dire que les peines ne s'additionnent pas, et les choses que vous avez commises ne s'additionnent pas, alors qu'aux États-Unis, c'est différent. Vous additionnez les actes et vous ne raisonnez pas en globalité. Est-ce que c'est exemplaire pour autant ? Non, mais moi je pense qu'il faut faire ça parce que sinon c'est une question de réparation. C'est comment vous voyez le principe de la justice. Est-ce que la justice est là pour écarter, mettre hors d'état de nuire les personnes qui sont dangereuses pour la société et pour avoir un phénomène de réparation à l'égard de l'acte qui a été commis et de la victime, ou est-ce qu'on est là pour penser davantage aux présumés coupables ? Sur 4 700 000. Moi je pense qu'il y a des éléments qui sont intéressants. Moi j'invite les gens à aller au tribunal correctionnel. Georges est magistrat. Oui. Bon, L1, j'ai fait un stage d'1 jour en tribunal correctionnel. Alors là, vous voyez la cour des miracles. C'est-à-dire que vous avez des jeunes de 18 à 19 ans, 25 condamnations, 30 condamnations, ils ne s'en rappellent même pas. Et ensuite, après, vous avez l'explication qui est « Ah, mais vous comprenez, s'il a volé, il a tapé une vieille dame, c'est parce qu'il avait besoin d'argent pour s'acheter une console. » C'est ça, les discussions. Oui. Il faut se rendre compte dans quel monde on vit. Tant que vous n'allez pas au tribunal correctionnel, moi j'avais 18 ans quand j'ai arrivé à le tribunal correctionnel. Vous rentrez comme ça, je n'ai quasiment jamais à Paris. Vous allez à Paris, vous allez au tribunal correctionnel, vous êtes obligé de faire un jour, donc vous dites c'est un cas. Puis après, vous arrivez au deuxième cas, au troisième cas, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième. Et ça se déroule tout le temps comme ça. Ça a diffusé depuis des générations. Et ce qu'on voyait, c'est qu'il y a un rôle qui est porté sur les magistrats. Vous avez deux choix. Soit des magistrats se disent, ces gens-là, on doit les condamner pour qu'ils comprennent ce que ça fait d'être condamné. Et vous en avez d'autres qui deviennent de plus en plus importants en nombre, qui disent, c'est pas grave, ils ont tout à fait raison, leur avocat a raison. Donc si on le condamne, il va devenir encore plus violent et donc il vaut mieux le relâcher tout de suite. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de peines qui sont exécutées. Et moi, je pense que beaucoup de personnes dans la communauté kurde, il ne faut pas excuser ce qui se passe aujourd'hui, les violences, etc. Mais vous posez une question qui est tout à fait légitime. Comment une personne qui se balade avec un sabre et qui attaque des migrants avec un sabre peut être en liberté au bout d'1 an ? C'est une question qui est simple, que tout le monde peut se poser comme question. Exactement. Je pense que tant qu'on n'évoluera pas sur des règles pour avoir une société beaucoup plus exemplaire et beaucoup plus cohérente, c'est-à-dire qu'il faut tout mettre en cohérence, changer les règles qui sont en rapport avec l'ultra-violence et la barbarisation, ça suppose beaucoup plus de moyens pour la justice, beaucoup plus de moyens pour la police, donc plus de places de prison et beaucoup plus de peines complémentaires. Comme moi, le silence abyssal de l'institution judiciaire sur cette affaire. Il n'y a aucune communication, on ne sait pas pourquoi il a été relâché. Ça, c'est la déduction que nous le faisons. Hein. Mais il n'y a pas de communication, on ne sait pas. On ne sait rien du tout, en réalité. Et donc ça pose un problème dans une société où il y a tout le temps besoin de transparence. Il faut que la justice apprenne à communiquer et à engager sa responsabilité aussi. Voyez, là, c'est le silence radio total. Il y a un sujet qui est porté, vous avez été magistrat. C'est est-ce que il y a la fameuse théorie des séparations des pouvoirs. L'exécutif est élu, le président de la République est élu. Le législatif est élu, sénateurs et députés. Le judiciaire a une part de pouvoir de plus en plus importante et malgré tout, il est nommé, il n'a pas surtout, moi je ne dis pas qu'il faut les lire, mais il y a une question de responsabilité de la question de la justice et des magistrats. Les lois, souvent. Voilà. Non, ça peut vous heurter ce que je viens de vous dire. Non, mais parfois il crée la loi avec la jurisprudence. La loi ne lui plaît pas, il va l'écarter. Soit il peut l'écarter, soit il peut la réinterpréter avec la question de la jurisprudence. Viking, tout le monde dehors. Qui les a relâchés ? Quel prétexte ? Ça ne me plaît pas que ces gens soient dans cette situation, donc j'ai pas le temps de m'en occuper. Je manque de moyens. Donc je libère tout le monde. C'est pour vous dire que vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez. Si elles ne sont pas appliquées conformément à la volonté du suffrage universel... William Tay ? Je pense que c'est la cata à tous les niveaux, sur au moins 2 plans, sur le syndicalisme à la française et sur la SNCF. Le syndicalisme à la française, c'est... on augmente, c'est un peu la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'ils vous donnent de l'argent maintenant, et puis de toute façon, dans 5 ans ou dans 10 ans, vous allez pointer aux ACDIC et à l'assurance chômage. Et vu la réforme que leur promet Macron, ça leur fera pas du bien. Et je pense que c'est ça à tous les niveaux. C'est ça au niveau de la SNCF, c'était ça dernièrement au niveau de Total, parce qu'en fait, ils augmentent les conditions de leurs revenus, mais sans rapport avec l'économie de marché. C'est-à-dire que la SNCF et les grévistes augmentent leurs revenus, alors que l'entreprise va perdre de l'argent dans les années à venir. C'est ça la vérité. C'est que la SNCF est une entreprise en faillite parce que c'est la cata à tous les niveaux, partout. C'est l'injonction de tous les contradictoires. C'est-à-dire que la SNCF, c'est-à-dire que les employés de la SNCF disposent des contrats type des contrats de droit public avec la sauvegarde de l'emploi. Par contre, quand on leur demande des missions de service public comme assurer les transports aux usagers en période de fête, et ben là, par contre, ils ont le droit de faire grève. Et c'est pour ça que le système ne marche pas. Vous avez un système qui est centralisé normalement, et c'était le but de la SNCF, des grands plans du général de Gaulle. Par contre, les compétences de transport sont dévolues aux régions. Donc, qui décide ? Est-ce que c'est la région ou est-ce que c'est l'État qui est responsable en dernier ressort des
des lignes de chemin de fer et de l'affrètement. On a tous les avantages, on a tous les défauts du système de libre concurrence, dans la mesure où ça affaiblit la SNCF dans les endroits où elle était déjà faible. Par contre, ça ne nous avantage pas en termes pour baisser les prix et pour encourager à l'innovation et au transport. Et sur le dernier point, je pense qu'il y a un problème de stratégie, c'est-à-dire quelle est la stratégie de la SNCF. À l'époque, quand vous aviez des grands visionnaires, on se rappelle de la Grande Étoile qu'on faisait à l'époque des grands plans de Napoléon III ou du général de Gaulle, c'est-à-dire qu'on visait une cohérence territoriale. C'est-à-dire qu'on s'en foutait que la SNCF, ou à l'époque, je sais, les lignes de grand transport, puissent perdre de l'argent parce qu'on était là sur une mission de service public, donc pour assurer les transports du quotidien et pour relier les territoires périphériques, les territoires ruraux et les métropoles. Aujourd'hui, on n'a même pas ça comme cohérence. Et même sans assurer les transports, il y a de plus en plus de villages qui se plaignent du fait qu'on n'arrive pas à assurer les lignes du quotidien. Et malgré tout, ils arrivent quand même à perdre de l'argent. Donc il faut expliquer pourquoi est-ce qu'ils perdent de l'argent. Je pense qu'on a tous les défauts d'un système de service public. Par contre, on n'a aucun avantage d'un système de libre concurrence. Et je pense que le point essentiel, c'est celui-ci. C'est que tant qu'on ne recevra pas sur un modèle rentable qui est basé sur l'innovation, la recherche, comme ce qu'on faisait dans les années 60 et qu'on était une nation d'industriels et de savants, et ben on va à la perte. Messieurs, le problème, c'est qu'il se prend pour Daniel Craig dans James Bond ou Tom Cruise dans Top Gun, alors qu'au mieux, franchement, il nous fait penser à Danny Boone, quoi. Et ça a l'air assez pathétique au niveau international. Non, mais c'est la réalité. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucun rapport avec... Il y a une disproportion entre sa communication et la stature qu'il a. En fait, il essaye, et c'est l'impulsion de ce nouveau conseiller en communication, il essaye de faire une stratégie de rayonnement à la Jacques Chirac en second mandat ou celle de Barack Obama. Mais qui ? Est-ce que Macron marquera le paysage français ? Certainement. Est-ce que Macron a une prétention à marquer le paysage mondial ? Est-ce qu'il a une influence sur la guerre en Ukraine ? Est-ce qu'il a une influence sur la Coupe du Monde ? Est-ce qu'il a une influence sur l'affaire mondiale ? Est-ce qu'il a une influence sur le développement de l'Union européenne ? Est-ce qu'il a une influence sur le développement du conflit entre la Chine et les États-Unis ? On l'écoute poliment. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il a un rôle auquel il ne se donne pas les moyens d'avoir ce rôle-là. Et je pense que s'il peut faire le malin en France parce qu'il a été réélu, et c'est un grand exploit de sa part, ça paraît complètement anachronique vis-à-vis des capitales étrangères auxquelles beaucoup se foutent de notre gueule pathétiquement. Les mots sont soigneusement choisis. Je vais vous répondre quand même, William Tay. Heureusement qu'il n'a aucun poids sur la Coupe du Monde. Ce serait inquiétant. Au moins, on aurait pu gagner un trophée et avoir un penalty gratuit. Allez, on va peut-être pas parler. On va peut-être pas rallumer la mèche quand même, parce que le deuil est terminé. Ça y est, on va essayer de passer à autre chose. Georges Fenech, votre